Vostra. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier filmé. J'ai l'immense plaisir de recevoir Bastien Borget, qui est le directeur e-commerce de Eden Park. Salut Bastien, ça va ? Salut Laurent, ça va ? Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir. On prépare cet entretien, on s'était dit qu'on se donnait 10-15 minutes, ça fait presque une heure qu'on y est. Donc c'est on a des choses à dire. Il va y avoir plein de sujets. C'est un épisode un peu particulier puisque c'est un épisode qui vous est proposé, chères auditrices, chers auditeurs, en partenariat avec Shopify sur un sujet qui me passionne et qui en passionne, en tout cas qui questionne certains d'entre vous, qui est le passage à Shopify quand on part d'une autre plateforme. Ce qui est votre cas, puisqu'en 2021, vous êtes passé, début 2020... On est passé début 2022. Début 2022, de Magento 2 à Shopify, une migration qui a été couronnée de succès, et tu nous en parleras. Vous faisiez 8 millions d'euros, c'est ça, en 2000... 8 millions d'euros en 2021. 10 en 2022, et objectif 18 en 2023, ce qui est juste incroyable. Donc tu vas nous raconter cette migration, le cadre, le contexte, les coûts associés, les coûts irrécupérables, le fameux billet dont on parle souvent sur le panier, dont je vous réexpliquerai le contour. Et puis la tech, pourquoi Shopify Plus, comment vous utilisez l'API Shopify, comment vous utilisez Flow, enfin bref, toute la tech autour de cette migration, la migration de la donnée, évidemment, données utilisateurs. Mais on va aussi parler d'Eden Park, une belle legacy brand qui va cette année, qui vise 100 millions d'euros. 100 millions d'euros cette année, ouais. Ça va être l'année record si on arrive à atteindre cet objectif. 100 millions d'euros, c'est fou. Si vous allez sur Wikipédia, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir le chiffre officiel, mais Wikipédia, on va dire que c'est officiel. C'était 15 millions en 2013, il y a 10 ans. Donc c'est x7 en l'espace de 10 ans. C'est assez incroyable. Et surtout, comment est-ce que tu perpétues une belle marque dans la durée avec des valeurs qui sont fortes? Tu m'expliqueras ça. Et puis on parlera évidemment de marketing, d'acquisition et d'activation et de tes principaux leviers. On fera un petit détour par l'email qui cartonne. Je vous donne ça en teaser, chères auditrices, chers auditeurs, mais vous êtes passé de 20% à 40% d'attribution à l'email. C'est juste incroyable sur les 18 millions. 8, ça fait quoi? Ça fait presque 6 millions d'euros. J'ai pas le chiffre, je crois qu'aujourd'hui... 18, non, mais même 7 millions d'euros de CA grâce à l'email, c'est juste incroyable. Bienvenue, très heureux de faire ta connaissance. Merci, on m'a parlé de toi via d'autres canaux, notamment Thomas de Email Club qui me disait il faut que tu le reçoives, il est très cool. Merci, donc je suis heureux de t'avoir. On connaît... Non, j'allais dire on connaît tous Eden Park, mais en fait, on est beaucoup à connaître Eden Park. Ouais, j'ai tendance à dire souvent, je suis certain que vous connaissez Eden Park. Après, peut-être que vous appréciez pas le produit ou autre, mais en général, vous avez tous une relation ou vu ce nœud papillon rose quelque part. C'est souvent le cas. Tu veux que je te dise un peu plus raconte-moi l'histoire d'Eden Park. Eden Park, c'est une marque avec une vraie histoire. Et ça, c'est super important parce que on parle faut l'incarner cette marque, etc. Et c'est vraiment le cas d'Eden Park. Eden Park, à la base, ça a été créé par des joueurs de rugby. Donc Franck Menel, qui est aujourd'hui mon fondateur et aussi mon PDG. Et du coup, toujours présent dans les bureaux. Toujours présent tous les jours. De 8h à 19h, il est toujours là. Il adore sa marque. Il adore tous les projets. Et l'histoire est assez folle, c'est que c'est un grand joueur de rugby qui jouait au Racing 92 avec Eric Blanc, qui est aussi un cofondateur de la marque. Qui est toujours là ? Qui est toujours là, un petit peu moins présent. Il passe de temps en temps, il vient nous faire coucou, mais il n'est pas vraiment opérationnel.
Et du coup, ils jouaient au rugby. Et c'est toujours été un sport un peu de combat, un peu rigide. Et ils ont décidé de le rendre un peu plus drôle et de faire des facéties. Et ils décident un jour de venir habiller avec un béret, ou alors même vraiment ce qui va marquer un peu la reconnaissance de cette marque, c'est de venir avec un nœud papillon rose lors de la finale de la Coupe de France de rugby au Parc des Princes en 1987, je crois. Donc tu vois, ils arrivent sur le terrain, ils ont un nœud papillon rose. L'équipe du Racing, 92, l'équipe du Racing. Avec son nœud pape rose autour du cou. Exactement, un truc qui n'arriverait plus du tout aujourd'hui. Donc ils arrivent sur le terrain, ils font le match, ils jouent avec le nœud papillon pendant tout le match. Bon, ils perdent le match, bon ça c'est la petite histoire. Mais la presse adore en fait. La presse adore de voir ces jeunes gars, je sais pas, ils devaient avoir 25, 30 ans à l'époque. Ils viennent sur le terrain, ils ont pas peur de venir avec un nœud papillon rose. Et le symbole nœud papillon rose, eh bien, donc c'est repris dans la presse, tout le monde en parle. Se passe 1 ou 2 mois, dans la presse ça en parle pas mal, et Franck Ménel est sélectionné en équipe de France, et il va participer à sa première Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Ils font les matchs, ils arrivent en finale, et là en finale contre les All Blacks, on espère que ça sera la même chose cette année, dans le stade de Auckland en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Eden Park. Ok. C'est génial. Je savais pas qu'il s'appelait Eden Park, ce stade à Auckland en Nouvelle-Zélande. Ok. C'est fou. Donc il gagne? Ils gagnent pas, ils perdent la finale. Ils m'en parlent pas tous les jours, mais presque. Voilà, ils rentrent en France et ils se disent ça y est, j'ai mon symbole, c'est mon nœud papillon rose, et j'ai ma marque, elle va s'appeler Eden Park. J'ai tout qui est construit. Par contre, il sait pas du tout quoi faire à ce moment-là. Faire des bouteilles, il a plein d'idées, mais ils savent pas quoi faire. Par contre, ils trouvent l'idée très cool de se dire, ça fait des années qu'on déchire des maillots de rugby, et ben pourquoi on va pas essayer d'en faire un produit de mode et créer du maillot de rugby. Et à partir de ce moment-là, Eden Park est devenue la première marque inspirée du rugby, avec son produit iconique, le maillot de rugby. Et ça a été tout de suite un succès assez énorme. Voilà, ils ont réussi à s'implanter dans toute la France très rapidement, parce que le produit était super qualitatif, l'idée était bonne. Et aujourd'hui, on est présent dans 37 pays et environ 500 points de vente. 37 pays, 500 points de vente. La marque est lancée en 88, avec ce fameux nom Eden Park qui est un hommage. C'est marrant d'avoir choisi en hommage le nom de l'endroit où ils ont perdu. En plus, il perd. C'est une question que je n'ai jamais posée, mais il faudrait que je lui pose. Pourquoi tu as pris la marque? Enfin, t'as perdu dans ce stade, quoi. Ouais. C'est un mauvais souvenir pour toi. Mais je pense ça a véhiculé tellement de choses et il a tellement de bons souvenirs de cette expérience que je pense que c'était logique qu'il l'appelle Eden Park. 37 pays sur 100 millions d'euros, c'est quoi la part de l'international? Aujourd'hui, on est environ à 25% d'international. Ok. Et vous êtes présent en Nouvelle-Zélande? Alors non, parce que c'était l'histoire folle, c'est qu'en fait, Eden Park est une marque déposée chez eux. Forcément, il y a un stade, ils font même des fringues un peu loguées Eden Park. Donc on pouvait pas venir sur ce marché. Et là, depuis, je crois que c'est 1 ou 2 mois, on a réussi à signer un partenariat ou un accord, en tout cas, avec le stade Eden Park pour vendre du Eden Park chez eux. Avec, j'imagine, un partage de revenus ou... je sais pas l'histoire. On connaît pas le détail. Tout ça, mais en tout cas, il y a une super... C'est marrant, c'est comme s'il y avait une marque à l'autre bout du monde qui s'appelait Parc des Princes. Exactement. Okay. Et du coup, c'était une grande... En plus, la Coupe du Monde de rugby venait, donc toute la délégation d'Eden Park est venue dans les locaux d'Eden Park. Donc c'était cool de voir un peu cette mise en relation et qu'on puisse bosser tous ensemble. Vous allez continuer la croissance? C'est le but, international, j'imagine. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui de la marque? Aujourd'hui, Eden Park est présent sur le marché français. Il y a un très très beau travail qui a été accompli sur les 30 dernières années. On a un très beau réseau d'indépendants. Et ça a été la force aussi de notre PDG, de notre directeur commercial, de se dire, et de notre DG, de respecter les gens qui vont acheter nos produits. Je parle là des B2B, c'est-à-dire que tous les indépendants à qui on va vendre nos produits, on va faire attention qu'ils ne viennent pas se mutiler entre eux, que même sur le e-commerce, on les respecte aussi, on ne va pas faire des promos dans tous les sens. Donc, on a un très beau réseau d'indépendants et également plusieurs boutiques non propres et franchisées. Donc, l'idée sur la France, on va continuer de se développer un petit peu, mais on va un peu s'essouffler au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est de se développer à l'international et sur le e-commerce, qui est deux leviers de croissance pour la suite. Ok, on parlera d'international plus en détail tout à l'heure, mais il y a des zones que vous visez plus particulièrement que d'autres? Ouais, alors on est plutôt bien présent en Europe et aussi un petit peu en Afrique du Nord. L'idée maintenant, c'est d'aller chercher tout le marché nord-américain.
On a des très bons débuts sur le marché NORAM et du coup tout ce qui est États-Unis. Alors après c'est un peu plus ciblé, c'est un peu plus Miami, Boston, New York. On est un peu moins sur la côte ouest. Mais l'idée c'est de se développer sur ce marché-là. Et les premiers, en tout cas, la marque est plutôt bien accueillie. Donc et sur une culture rugby, lifestyle. Parce que le rugby est moins développé aux États-Unis. Ah, c'est pas la même chose. Il y a le football américain chez eux. Donc c'est vrai que le rugby est quand même est pas dans les mœurs des Américains, mais c'est voilà, on a un peu envie d'arriver de la même façon qu'on arrivait sur le marché français, l'aspect un peu décalé, un peu défacé ici. C'est un peu de cette façon qu'on a envie d'arriver sur le marché américain. Ok. Et pas d'aller tacler le sujet du foot américain. Tu vois le Super Bowl. Tu nous vois faire une publicité à plusieurs millions d'euros lors du Super Bowl. Non, je pense que. Et j'imagine qu'avoir Tom Brady sera un peu plus cher que. Voilà, c'est compliqué. On n'est pas du tout dans les mêmes budgets. Et même aujourd'hui, une marque qui fait comme nous 100 millions d'euros en France, chez eux, ça n'a rien à voir. On est une micro-marque pour eux. Tu vois, même au e-commerce, on fait 10 millions d'euros. Pour eux, c'est rien du tout. Ils ont des budgets qui sont démentiels. Donc non, on va essayer de faire un petit peu notre place et essayer de se trouver quand même une petite niche de clients et au moins se faire connaître un peu. Et j'espère que peut-être que dans 2-3 ans, on sera au Super Bowl. Ce serait génial. Ce serait une belle histoire. Je rappelle juste les chiffres, qu'on les ait bien en tête. Une centaine de millions d'euros en objectif de chiffre d'affaires pour 2023. Un objectif en e-com qui est à 18 millions. Ouais. Vous êtes on track ? Pour l'instant, on est à 78% de croissance sur l'année 2023. Donc tout se passe bien. On arrive dans le Q4 le plus important de l'année. Je touche du bois. Normalement, ça devrait bien se passer. Écoute, on croise les doigts pour toi. 25% à l'international. Avec un objectif fort sur le... Comment t'as dit quoi L'AMNO ? Non, le NORAM. Le marché nord-américain. Le NORAM, j'avais jamais entendu, ou rarement. Bref, ça me dit rien. Et puis la Nouvelle-Zélande, voilà. Ouais, après on aimerait pouvoir développer la Nouvelle-Zélande. Je pense que ce partenariat va peut-être nous ouvrir plein de choses et peut-être une finale France-Nouvelle-Zélande qui nous permettrait de surfer là-dessus. Et une victoire de la France, bien évidemment. Et vous avez une égérie notamment dans l'équipe. Hein. On a une égérie, Romain Tamac, qu'on adore. On est super déçus pour lui parce qu'il s'est malheureusement blessé à quelques jours du lancement de la Coupe du Monde. Mais voilà, on est fiers qu'il porte nos couleurs et de l'avoir au quotidien. Cool. Le sujet central que je voulais aborder, qu'on veut aborder, c'est le passage à Shopify Plus. Pour des legacy brands qui ont fait leur histoire sur, je sais pas, d'autres plateformes, PrestaShop, Magento, c'est souvent une question. Tu sais, nous, on a créé Cosa Vostra en 2013 et on a toujours fait du WordPress. Et WordPress a toujours eu cette image de c'est pour faire des blogs pour ma petite sœur, alors que la plupart des sites dans le monde et sur WordPress, sur le e-com on peut parler de Shopify peut-être, et qu'aujourd'hui parmi les plus grands quotidiens français on vient de refondre l'humanité, on a fait Radio Nova, on a fait les Arocs, c'est du WordPress, putain je vais y arriver, ça marche bien et je vois pas mal moi de clients e-com grands comptes qui ont encore la vision un peu du Shopify que c'est parfait pour mon petit cousin qui vend ses bracelets en ligne, quoi. C'est ça. Et nous, on se bat pour leur dire que ben non, Shopify, tu peux aussi faire du volume. Il y a With the New en France qui fait près de 100 millions, je crois, sur Shopify. Tu gères du multi-devise, multi-stock, multi-pays. Tu as Flow, tu as plein d'outils qui cartonnent et qui t'aident. Tu peux gérer plein de SKU. C'est pas, tu vois, au-delà de 50, 100, 200 SKU, faut passer à d'autres plateformes. Donc c'est des sujets qui reviennent souvent et c'est pour ça que je suis content de te recevoir et de creuser le sujet avec toi pour avoir ce témoignage. T'arrives fin 2021, novembre, chez Eden Park. Ça. En tant que directeur e-commerce, quel est Moi, j'étais responsable à cette époque. Responsable. Ouais, Shopify m'a permis de passer directeur. Okay. On en parlera tout à l'heure. Vas-y, génial. Et ben voilà, chers auditrices, chers auditeurs, le bond de carrière se fait aussi par le choix de la techno. Raconte-moi le contexte quand tu arrives. Ouais. Responsable. J'arrive responsable en octobre 2020. Mais il y avait un directeur e-commerce ? Il y avait pas de direction e-commerce. Okay. En fait, Eden Park, et c'est toujours un peu compliqué de savoir si on met un directeur parce que tu as toujours des directeurs commerciaux, tu vois, commerciaux internationaux, France, etc. Et on l'intègre toujours le e-commerce à la France ou l'Europe. Donc il y avait pas de zone spécifique. Donc moi j'étais relié au DG directement, mais il n'y avait pas de directeur. Bon, l'histoire c'est donc j'arrive dans cette boîte Eden Park et mon objectif clairement, je croise mon PDG, mon DG, et ils me disent Bastien, on a eu le Covid.
Donc on a fait plus 30 l'année de Covid, c'est génial, on a une super dynamique sur le e-commerce. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un nouveau site. On est passé sur Magento 2. On l'a sorti en janvier. Et depuis qu'on le sort, c'est un peu plus compliqué. On est sur du moins 15% sur le e-commerce. C'est dur, on comprend pas ce qui se passe. Et pourtant, on a de très grosses ambitions sur le e-commerce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, ils me mettent le cadre, ils me mettent un peu la pression. Il faut faire plus 20 ou plus 30% cette année. Ok, je vois qu'il va falloir faire quelque chose, tu vois. Du coup, je me familiarise un peu avec mon équipe, je regarde un peu ce qui se passe et je vois très très rapidement que l'outil qu'on a à notre disposition, qui est Magento 2, le site qui est sorti en janvier de la même année, il est pas très bien né. Il est compliqué à utiliser, il fonctionne pas très bien en front, il offre pas une expérience client qui est pour moi recevable, en tout cas pas pour Eden Park, et même pour n'importe quel autre site. On fait des produits de qualité, c'est dommage d'avoir un site qui soit pas de qualité pour le client et qui lui permette pas de voir correctement nos produits. Bref, il y a pas mal de choses qui me conviennent pas et qui me font peur pour la suite de ce projet-là. Et surtout, tu as un élément déclencheur très rapide, c'est le Black Friday. C'est-à-dire que j'arrive en octobre et tu sais que le 25 novembre, tu as le Black Friday qui arrive. Donc très vite, ok les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer des produits, on va faire des remises et autres. Et là, juste pour faire des remises, sur Magento, peut-être qu'on n'était pas très bien armé ou autre. Ma responsable des opérations e-commerce, je sais pas, elle passe 3 jours à passer des remises, elle n'y arrive pas, elle sait pas comment faire, enfin si, elle sait comment faire, mais ça bug, les fichiers d'import ne fonctionnent plus, enfin, ça devient problématique, et je me rends compte que elle et ma chef de projet digital, en fait, elles passent 80% de leur temps à essayer de mettre des pansements à droite à gauche ou de contacter l'agence de développement pour faire en sorte que le site avance. Et puis, lancement de ce Black Friday, le site plante. Tu vois, tu lances ta newsletter à tes 100 000 contacts le matin. Et pourtant, on avait pris des sécurités, on avait appelé Magento. On avait dit, essaye même au niveau de l'envoi, fais-moi 30 000 toutes les 20 minutes pour essayer de fluidifier le trafic. Et à 8 heures, donc c'est mon premier grand rendez-vous. Tu vois, je viens d'arriver en responsable e-commerce, tout le monde se dit qu'on va faire du chiffre d'affaires. Et là, le site plante. De 8 heures à midi, il y a rien. En fait, le trafic arrive, donc tu vois qu'il y a 300-400 personnes. C'est pas non plus énorme, hein. Il y a 300-400 personnes qui arrivent sur le site. T'arrives plus à te connecter, t'as plus accès au back-office, et personne ajoute au panier, et puis après tu vois le trafic qui redescend à 80, et quand ça redescend à 80, ça commence à remarcher, ça repart. Tu fais quand même une belle journée de CA, mais tu te dis qu'entre 8h et midi, t'as rien fait, que le client qui est parti, potentiellement, il va revenir parce qu'il est un peu accro et qu'il y a la remise qui est là, mais t'en as potentiellement perdu 20 ou 30%. Donc là, pour moi, ça a été Ça, c'est 1 mois et demi après être arrivé, c'est ça? Ça, c'est un mois après être arrivé. Un mois je suis arrivé le 20 et le 25. Juste, question con, mais quand tu passes tes entretiens, tu je sais qu'il y a Magento 2. Ouais. Je le sais, je sors d'un Magento 1 dans mon ancienne boîte chez Merci. Je sais la difficulté, enfin, je sais que c'est pas, c'est complexe pour faire plein de choses, mais si tu fais les bons devs, que tu le mets bien en place, t'arrives à en avoir quelque chose de qualité. Mais il y a toujours eu ce problème de lenteur et de disponibilité de Magento. Pour moi, ça a toujours été un point crucial. Pour moi, Magento est relativement lent et parce qu'il faut l'optimiser à fond, il faut bien le construire, plein de développements, etc. Ouais. Mais très rapidement, tu veux ajouter des choses à droite à gauche, donc tu le rends compliqué et du coup lent, et surtout ce problème de disponibilité. Donc je sais qu'il y a ça, mais j'accepte le job parce que Eden Park c'est quand même une belle image et que je me dis que ça peut être un tremplin de carrière aussi, tu vois. Bien sûr, mais à ce moment-là, tu leur dis pas que... à ce moment-là, ça a été très vite parce que j'arrive presque en 2 mois chez eux. Oui, je sais qu'il y a du Magento 2, je sais que Shopify est sur le marché, mais à ce moment-là, faut revenir quand même 2 ans en arrière. Ceux qui passent sur Shopify, ils ont un peu de coronesse à ce moment-là parce que c'est pas trop connu encore, tu vois. Il y a pas les gros qu'il y a aujourd'hui. Donc en effet, t'as toujours tout le monde te dit Shopify c'est pour les petits. Tu veux faire 10 millions d'euros, tu n'y arriveras pas avec Shopify. C'est bien pour être un indépendant ou autre. Donc t'as encore ce discours de tu sais pas trop s'il faut y aller ou pas, quoi. Vous allez faire 18 sur Shopify, tu penses qu'il y a un plafond? Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de plafond parce que le meilleur exemple que j'ai, c'est qu'au lancement des soldes en janvier, on a fait 300 000 euros en une journée. Tu le multiplies par 365 jours, tu fais presque plus de 100 millions d'euros de CA. Donc déjà, ce plat-là, il est franchi. Les 300 000 en une journée, sans friction, sans... J'étais limite, j'aurais été au bord de la plage en train de faire quelque chose. Aucune inquiétude, tout se passait nickel. Tu lances ta news, ça réagit, tu vois le trafic, ça s'arrête jamais. Donc les principales frictions que tu vois, c'est que déjà ton équipe passe plus de temps à gérer la plateforme plutôt qu'à faire son métier et donc développer les ventes, par exemple. Problème de charge,
Et ce fameux Black Friday où tu perds une matinée de CA. Combien de refs vous avez? Nous, on insère environ 1200 refs co par saison. Donc, tu le dupliques par 2, on est environ à 2500 refs par saison. Donc, il y a 2500 refs qui passent par le site chaque année. Ok. Et donc là, tu fais quoi après ce Black Friday catastrophique? Eh bien, donc là, j'en étais même pas arrivé à l'aspect financier. C'est-à-dire que juste, tu prends tes marques dans l'équipe, t'as ton DG, ton PDG qui dit faut faire du chiffre, c'est le Black Friday, t'as Noël qui arrive. Enfin, en fait, t'es dans la période la plus importante de l'année presque. Donc t'essayes juste. Je passe un mois un peu compliqué. Je suis en période d'essai encore. Il y a 3-4 mois à tirer. Tu te dis bon, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est compliqué. Donc là, je mets aussi le nez un peu dans la partie financière. Je regarde un peu ce que ça me coûte. Je vois avec l'agence ce qu'on peut faire. Et déjà, la refonte avait quand même déjà coûté beaucoup d'argent. J'ai un site qui est buggé aussi, qui est lent, qui n'a pas très peu de beaucoup d'argent. Tu peux être spécifique? Ouais, une refonte Magento, il n'y a pas de secret pour dire que c'est entre 250 et 300 000 euros. Hein. On parle d'une marque, tu vois, qui est connectée avec du flux, ERP, du flux logistique. Tous ces développements et tout ça, ça te coûte rapidement 250 000, 300 000 euros. Donc c'était une grosse enveloppe qui avait été dépensée, mais il restait beaucoup d'enveloppes à dépenser parce qu'en fait... Les évolutions, les anomalies. Et en fait, je me rends compte pour remettre mon site dans une bonne forme, il va falloir que je fasse beaucoup de TMA, donc d'amélioration et surtout d'anomalies, et aussi des évolutions. Et clairement, je me dis, je fais un plan. J'estime qu'en 1 an et demi, 2 ans, je peux l'avoir réglé, parce que c'est très long à faire. Tu peux pas tout faire d'un coup, parce qu'il y a un temps homme aussi. Ton agence, elle peut pas tout faire d'un coup. Je me dis que j'en ai au moins pour 1 an pour régler tous les problèmes, et après 1 an pour faire encore des évolutions, avoir quelque chose de clair. C'est presque 400-500 000 euros sur 2 ans à dépenser, tu vois. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. En ayant un peu tout ça mis sur la table, là je prends mon téléphone, j'appelle un peu les gens que je connais, voilà, Shopify, je vais même sur LinkedIn aller taper des marques qui utilisaient Shopify. Je remercie, je sais plus comment elle s'appelle, de Balzac, la responsable e-commerce de Balzac. Enfin, j'appelle un peu à droite à gauche, on me répond. Et là je prends de la donnée. Qu'est-ce qui se passe avec Shopify? Comment ça se passe? J'avais testé dans le passé, j'avais testé PrestaShop, j'étais un fan de WordPress quand j'étais jeune aussi, enfin toutes ces solutions j'avais testé. Et là je découvre le produit Shopify. Je me fais même un site le week-end chez moi tranquille parce que j'étais un peu dev étant jeune. Je me fais mon petit site Shopify. En un week-end, j'avais réussi à faire un moyen de paiement, à connecter la livraison. Enfin, j'avais presque tout fait. Je fais, ouais, le produit est quand même pas mal. Je m'assure que tout est plutôt OK. Et puis après, je vais dans l'aspect financier. Là, c'est game changer, en fait. Enfin, tout est plutôt OK. Juste, ouais. Tu fais un petit site le week-end, tu confirmes ce que tout le monde pense de Shopify, c'est que c'est une plateforme qui est pratique, facile à prendre en main pour le commun des mortels. Là, vous avez 2500 refs, des flux, c'est différent. Mais je comprends le... Okay. Mais tu vois, je vais quand même le voir et je vais quand même me dire, est-ce que les fonctionnalités de base que j'ai besoin pour faire du e-commerce, est-ce qu'elles sont présentes dans Shopify? Et au moins, avec mon petit site du week-end, je vois qu'au moins niveau transactionnel, il est capable de tout faire, que tout l'applicatif à côté est quand même super sympa, qu'on peut s'éclater. Et après, bien évidemment, j'ai validé avec des agences et des spécialistes de Shopify de savoir si tout était possible de faire. Donc là, je mets tout sur la table, je me rends, je sais pas, je dois mettre 2-3 semaines à me rendre compte que c'est la solution qu'il nous faut, que vraiment il faut y aller. Et du coup, là, il faut que j'aille me battre auprès du comité de direction Eden Park, parce que je suis responsable à ce moment-là, et leur dire que, soit on se fait mal pendant 1 ou 2 ans à essayer de régler ce Magento, soit on se fait vraiment, vraiment mal, on met tout à la poubelle, et puis on repart sur une feuille toute neuve, et je vous garantis presque que dans 3 mois, dans 3-4 mois, on est tranquille et que tout va bien se passer. Parce qu'il y a toujours, là, cette année, on est en plein dedans, il y a la Coupe du Monde de rugby, mais à ce moment-là, la seule chose que voit Eden Park, c'est la Coupe du Monde de rugby. C'est-à-dire, j'espère que ma plateforme e-commerce va être prête à ce moment-là. Et là, de façon très cartésienne, je leur montre tous les chiffres, tous les résultats. Ils ont entendu pendant des années, enfin en tout cas pendant 1 an, Shopify c'est pour les petits, il faut aller sur Magento, voir du Salesforce ou autre. Voilà, donc j'ai rabâché que je pensais que c'était le bon projet, je leur ai montré par A plus B que ça allait fonctionner, et j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance et qu'ils me donnent carte blanche. Ça, c'est un rêve. Ils m'ont dit, ok, Bastien, t'as besoin de quoi en budget? Ok, fait, et on espère que dans 3 mois, le projet sera fait. Donc ils avaient le focus e-com, ce qui permet de mettre du budget en face. Il y avait la croissance sur la marque à l'époque.
Et tu as fait un comparo, bêtement, de combien ça va nous coûter sur 3 ans, 4 ans, c'est ça? C'est clair. En fait, quand tu peux me donner des ordres de grandeur de budget? Eh ben, en fait, clairement... Ou 3 ans plus tard, tu vois, si on se focus 2023, c'est quoi ton budget mon budget de dépenses, ok. Ouais. Bah, moi, je l'ai amené différemment. J'ai fait, voilà, en frais de fonctionnement, ce que va nous coûter Magento. Je crois que sur 2 ans, j'étais presque à 1 million d'euros. Je te parle de l'hébergement, de tout fait à droite à gauche, de toutes les choses qu'on va faire. On était presque à 1 million d'euros. Avec un Shopify qui nous coûtait annuellement, même sur 2 ans, je crois qu'on était à 5 ou 600 000 euros. Enfin, on divisait presque par 2 la note en ayant une augmentation du trafic et un hébergement presque illimité. Donc c'était vraiment game changer. Et aujourd'hui, juste Shopify et le frais de fabrication, je crois qu'on a un frais de fabrication Shopify, c'est entre 50 et 150 000 euros, dépend de l'agence où tu vas. Et aujourd'hui, en frais de roulement à l'année, on a peut-être 80 ou 100 000 euros de fees qu'on paye à Shopify. D'hébergement. D'hébergement et de commissions qu'on paye à Shopify. Et le reste, c'est de la TMA, TME. Je crois que je paye 20 000 euros d'évolution par an parce que Shopify n'est pas buggé. Et ça, c'est un vrai changement. Donc, vous décidez, enfin, le board te dit en tout cas go. On est début janvier 2022, c'est ça? Ouais. Le site sort quand? Alors, on est début janvier 2022. Le 18 janvier, on signe le contrat. C'est-à-dire qu'on a trouvé l'agence, on vient de finir le cahier des charges, ok, on y va. 18 janvier ou le 20 janvier, on signe, et le 18 avril, on sort le site. 3 mois. C'est beau. Ouais, et c'était un projet, et en vrai, c'était un projet très kiffant. Tu sais, les refontes, c'est toujours... ça peut être lourd, tout le monde a peur des refontes, il y a plein de choses à faire. Là, le projet, il s'est passé... on a pris du plaisir, tu vois, avec mon équipe, on a pris du plaisir, avec l'agence qui l'a fait, on a pris du plaisir, et c'était un vrai kiff de faire ce projet-là. Ouais, my two cents, c'est que la refonte est plus kiffante que l'évolution, je trouve, parce que partir d'une feuille blanche, c'est toujours très agréable, quoi. Oui, mais tu vois, j'ai fait des projets de refonte aussi avec Magento ou autre. C'est des projets lourds. Tu te retrouves autour d'une pièce avec 26 personnes, avec 26 devs, etc. Enfin, il y a beaucoup de monde. T'as oublié de faire une chose qui n'était pas possible et finalement ça vient complexifier le projet, donc tu repars dans un rendez-vous, etc. Non, j'ai vraiment pas vécu ça avec Shopify et cette agence. Peut-être aussi que j'étais plus mature et que j'ai réussi à mieux construire le projet, que mon appel d'offres était parfait, tu vois. Mais non, c'était un vrai kiff. Raconte-moi les grandes briques de ces 3 mois. La première chose, ça a été de faire 3 mois. Il y a 2 semaines avant, quand même, on fait quand même le cahier des charges. Il y a quand même eu 2 semaines de cahier des charges. Du 1er au 18 où on s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre dans ce site, qu'est-ce qu'on va faire. Donc là il y a eu 2 semaines où où on l'a fait tout seul parce que on avait pris plein de données, mais je conseille fortement de se faire un peu accompagner à ce niveau-là. C'est tellement important dans le début du projet. Si tu fais un bon cahier des charges, que tu sais exactement ce que tu vas mettre et que ton prestat est au courant, derrière tout déroule bien. Tu as gagné 50% du temps derrière. C'est fou. Bien sûr. Donc tu vois, aujourd'hui j'ai parlé avec, je crois que tu l'as reçu ici, Christophe Davy de Shopishopa. Ouais, tout à fait. Donc je l'avais pas pris pour ce qu'il y a des charges, mais si t'es une grosse boîte et que t'as des projets omnicanal, des ERP, etc., c'est bien d'avoir sa vision. Lui, il va tout voir. Il sait exactement ce qu'il va te faire. Il va te faire au moins qu'il y a des charges précises et surtout t'alerter sur des points. Attention, ça va te coûter peut-être un peu plus cher ou ça va te mettre plus de temps. Ça, je le conseille. Donc nous, on l'a fait nous-mêmes avec l'accompagnement de l'agence. 2 semaines. En parallèle de ces 2 semaines-là, il y avait déjà la créa qui était en train d'être faite. Donc on a fait avec un studio qui s'appelle Current Matters, qui nous a fait toute l'ADA du site. On voulait pas changer grand-chose par rapport à notre site actuel. Par contre, on voulait juste rajouter un peu de simplicité de parcours pour le client et le rendre un peu plus respectable du e-commerce actuellement. Et ensuite, on est parti très rapidement en mode projet. C'est-à-dire que la première chose, c'était... je crois que du 18 janvier jusqu'au 18 février, on n'a pas entendu parler du site en fait. Ils sont partis en dev. On y va. Ah, mais vous aviez les maquettes le 18 janvier. On avait les maquettes le 18 janvier. Ok, d'accord. Ouais. Non, je te dis une bêtise. Enfin. On avait l'appel d'offres et les maquettes, on les a eues. Je crois que c'est le 10 février qu'on les a eues. Ok. C'est ça qui est très fort. Oui, c'est même pas 3 mois en fait. C'est que le dev, il a commencé le 10 février. Donc du 18 au 10. J'appelle l'agence parce qu'au début je voulais pas faire de refonte visuelle et puis je me dis c'est dommage de pas le faire, donc j'appelle Current Matters, c'est un ami, je lui fais-moi un truc, fais-moi quelque chose. Donc là il m'a dit mais Bastien c'est un peu chaud, laisse-moi au moins 2-3 semaines. Le 10 février on a validé la créa et à partir de ce moment-là l'agence est partie en dev et on les a plus entendus pendant 1 mois jusqu'au 10 mars. Je me suis un peu confondu sur les dates. Et là ils ont commencé à fabriquer le site. Donc on les voyait chaque semaine, je me disais mais on vous présente, voilà, on vous montre le site, mais on travaille dessus, on avance. Mais c'est ça aussi qui est cool avec Shopify, c'est que t'as pas vraiment
t'as pas vraiment de pré-prod un peu sur Shopify. En fait, tu travailles directement sur la prod. Donc en fait, tu vois ton site qui avance au fur et à mesure et tu testes presque tout le temps. Tous les jours, tu peux tester ton site. Donc ta recette, tu l'as fait presque en direct sur tout le projet. Donc ça, c'est assez cool. Donc là, il y a eu toute cette partie-là. Attends, je t'interromps une seconde, mais c'est assez cool. Nous, tu sais que très, très souvent maintenant, et sur ce genre de techno, dont Shopify, on fait pas des retours sur les maquettes créa, on les fait sur les devs. Mais donc carrément. je te fais une maquette créa, tu me dis je suis OK à 80%, j'ai des retours, je dis attends, laisse-moi dev et on fera les retours dessus, ce sera presque plus rapide. Mais c'est ça qui est génial avec Shopify, c'est que t'as limite le rendu de ton site très rapidement et tu vois exactement à quoi ça va correspondre. Parce qu'en effet, on a tous eu la maquette créa qu'on nous propose avec une super vidéo, d'effets visuels dans tous les sens, mais après la transformer en réel sur un site, bah, le bouton il clignote pas de la même façon ou il fait pas le même effet visuel. On a tous eu ça. Et là l'avantage c'est que bah, au moins tu vois évoluer ton site et tu peux très rapidement alerter que c'est pas ce que tu voulais. Ouais. Il faut dire qu'à ce stade, alors tu as une certaine maturité digitale, c'est important. Il faut faire confiance à ton agence, il faut faire confiance à tes créateurs. C'est essentiel. Et il n'y a pas de problème avec des solutions. Enfin, tu vois. Et je pense j'adore cette phrase et je sais que tu l'aimes beaucoup et je l'adore aussi. Ah, c'est mon motto. Moi. Non, mais c'est important de le souligner. Et c'est vrai qu'il y a une certaine, il y a une confiance à avoir et une certaine maturité digitale pour comprendre que voilà, c'est essentiel. On avance plus rapidement comme ça. Bah, tu fais une refonte avec une agence, si tu fais pas confiance à 100%, le projet ira pas au bout. Un mois de dev, vous aviez prévu la migration aussi. Alors, donc, tu m'as dit 100 000 clients, mais ça, c'est 100 000 adresses email, mais ça, c'est sur le combien de clients par an, combien de paniers, combien de, on a migré environ 400 000 fichiers clients. Avec historique de commande? Historique, on est remonté jusqu'à 2016. On a repris 5 ans de commande. On a repris 5 ans. Ok. Et ça, c'est fou. C'est assez drôle, c'est même pas l'agence qui s'en est occupée pour vous dire la simplicité de Shopify, c'est moi qui m'en suis occupé. Alors, je suis pas dev, etc., mais c'est juste, ok, on m'a donné un fichier Excel, tu rentres les données ici, avec un super outil qui s'appelle Matricify. Donc en fait, Matricify, ils sont capables de... ils t'expliquent comment faire la migration des données depuis Magento vers Shopify. Tu respectes le parcours, il y a un tuto. Je crois qu'en 2 semaines, on avait migré les clients et toutes les données commandes m'ont pris un peu plus de temps parce que là, tu remontes beaucoup de commandes. Je crois que ça m'a pris 2 ou 3 jours juste d'upload sur Shopify. Ouais. Mais ça, c'est très simple. Directement de Magento 2 à Shopify ou t'es passé par Excel avec un peu de retraitement de données? Un petit peu retracer la donnée. Matrixify, donc comme Matrix, IFY à la fin. Ça. Donc la migration de la donnée, vous l'avez fait vous-même? Tu l'as fait toi-même? Oui, on l'a fait. C'est même nous en interne qui l'avons fait. Ouais. L'agence pouvait le faire, mais et puis ça m'a intéressé. C'est un peu mon ancienne vision dev. J'aimais bien faire ça. J'adore les fichiers Excel. Et du coup, je me suis intéressé au jeu, quoi. Cool. On arrive mi-mars. On arrive mi-mars. Il reste encore beaucoup de travail. Et en parallèle, on doit aussi brancher les flux logistiques. Ben, c'est ça. Un chantier, quoi. Les flux RP aussi. Donc en parallèle, l'agence part en dev, au moins du front, du back, de faire que tout soit en place. Et de l'autre côté, notre logisticien Clog part en dev pour dire je vais me connecter à l'API Shopify, je vais venir récupérer les commandes, je vais t'envoyer les stocks. Donc il y a quand même du taf aussi là. Donc eux aussi ils partent pendant 1 mois en taf là-dessus, avec l'API Shopify. Donc là j'ai beaucoup moins d'expérience là-dessus, je suis beaucoup moins connaisseur, mais au bout d'1 mois ils étaient capables de venir récupérer les commandes. Ok. Et nous envoyer les stocks. C'est du mapping principalement, surtout quand c'est des API qui se parlent. C'est ça, exactement. Donc tout ce travail-là est fait. Donc le 10 mars, on se rejoint tous ensemble. Je crois qu'il y a un point. L'idée, c'est une fois le site est quasiment fini, c'est-à-dire qu'en front et en back, on sait exactement ce qu'on va avoir. Maintenant, c'est juste de connecter, donc de valider que Clog vient bien récupérer les commandes, que ça renvoie bien l'information à notre ERP, que le ERP nous renvoie plein d'infos. Et il ne nous reste plus qu'à insérer les produits et tout le reste. Donc en fait, le 10 mars, le site est presque fini. Hein. Tu viens peaufiner du 10 jusqu'au 18 avril. On vient juste valider que les commandes sont bonnes, qu'il n'y a pas de bug, que la navigation... Tu prévois quand même une migration de données de ce qui va se passer entre le 10 mars et le 18 avril. Bien sûr. Donc le 18 avril ou le 17 avril, j'imagine que tu te fais ton dernier import, ton batch de ce qui s'est passé depuis 1 mois. J'en ai refait un le 15 avril. Ouais. Sur le dernier mois qui était passé, mais du coup ça te prend beaucoup moins de temps, c'est moins de commandes.
Et on en a refait un le 18 avril, le jour de lancement. Juste avant de lancer, on a refait un petit import. C'est intéressant parce que ça veut dire que tu t'es entraîné en plus et que tes imports sont de plus en plus sûrs, a priori, ou rapides à faire, quoi. C'est ça, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu sais, quand tu passes sur certaines plateformes, t'as peur de faire une erreur et de dire je vais tout casser et autres. Là, l'avantage avec Shopify, c'est que ok, t'as ta prod, et puis nous en plus on est passé sur Shopify Plus, donc il m'a juste fait un site à côté, il m'a dit allez, entraîne-toi à faire des choses, des imports dans tous les sens, importe tes produits, c'est pas grave, tu le casseras et tu apprendras. Donc en fait, toute mon équipe, et surtout ceux qui vont insérer les produits, etc., du 10 mars jusqu'au 18 avril, elles s'entraînaient déjà à faire des imports, à créer des produits, à voir comment les statuts de commande, le SAV. Elles ont pu, pendant tout ce temps-là, on n'était même pas live, se familiariser avec le produit Shopify. T'as un sujet sur les produits d'ailleurs, c'est pas la même. Enfin, Shopify marche par collection, pas par catégorie. Ouais, c'est un peu déstabilisant au début. Vas-y, raconte-moi. En fait, et même Shopify est très déstabilisant au début, c'est qu'on connaît tous un peu Magento, PrestaShop et même d'autres solutions où t'as un gros menu soit qui est en haut, soit un petit menu, un gros menu à gauche. Et hier, j'ai rouvert un PrestaShop que j'avais il y a très longtemps et j'ai revu tout ce menu à gauche. Il y a plein de choses, je sais même plus où aller. Donc en fait, tout Shopify, c'est un peu déstabilisant parce que tu as un tout petit menu à gauche. Il y a à peine, je sais pas, il y a quoi, il y a 8 ou 10 lignes. Donc déjà, tu sais pas trop où aller. Et ensuite, voilà, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur ces grosses machines Magento et PrestaShop. J'appelle ça gros parce que j'ai l'impression que c'est lourd. Du coup, c'est un peu déstabilisant. Et surtout, sur ces machines-là, tu parles en catégorie de produits. C'est-à-dire que tu vas prendre tes produits et tu vas les mettre dans la catégorie pull. Tu sais, t'as vraiment cette action de les prendre et de les déplacer à cet endroit-là. Shopify ne marche pas comme ça, il marche en collection. Donc il n'y a même pas de catégorisation, c'est des collections où il est capable de venir les gérer automatiquement. Tu peux aussi les importer comme ça, mais cet aspect de collection est très différent. En fait, le pull est pas relié à pull manche courte. Tu vois, normalement, catégorisation, ça te fait une architecture. Vêtements, enfin homme, vêtements, pull manche courte. Là, pas du tout. C'est une collection qui va s'appeler pull homme. Et après, il y a plein de solutions pour la matcher. Donc ça, c'est un tout petit peu déstabilisant au début. Mais par contre, une fois que tu l'as pris en compte et que tu as vu la puissance et le gain de temps que ça te fait gagner, bah tu l'adores. Aujourd'hui, ma responsable, et ce qui est très drôle, c'est que ma responsable opérationnelle était avec moi dans mon ancienne boîte chez Merci, du coup, Juliette. Donc, en fait, on a tous les deux connu cette partie Magento où on se regardait le soir à se dire putain, comment insérer tous ces produits. Et là, aujourd'hui, elle passe avec Shopify et elle me fait une sélection au solde en 5 minutes pour du jour au lendemain. Enfin, ça lui change la vie, quoi. Parfait, je reviens sur ce que tu disais avant. Donc, vous avez eu en gros mi-mars jusqu'à mi-avril pour vous approprier la plateforme, la pré-prod. T'as du change aussi à gérer dans tout ce process. Ça leur permet à eux de découvrir la plateforme. Ils comprennent l'intérêt de mon équipe. Ouais. Alors, parce qu'ils ont un mois pour commencer à tester, en fait, commencer à jouer avec. Ils ont un mois. Ouais, ils ont un mois. Après, mon arrivée chez Denpark a été à la fois étrange, mais c'est en soi une bonne chose. C'est que je suis arrivé, une personne partait, donc la chef de projet digital partait, et 2 mois après, la personne du CRM partait aussi. Donc en fait, mon équipe s'est complètement renouvelée en l'espace. En fait, j'ai fait une refonte et mon équipe. T'as fait une refonte de l'équipe, une refonte de la plateforme. Tout a changé. Tout refondu, quoi. Je sais pas s'ils m'ont trouvé très désagréable, je ne sais pas, mais pourtant, donc toute mon équipe a changé et toutes les nouvelles personnes ont très rapidement compris. Elles connaissaient tous Magento. Elles ont vu le produit Shopify et elles ont très vite compris, comme moi, que ça allait leur changer la vie et que ça allait leur simplifier la vie. Donc les faire adhérer à ça a été très 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 simple. Pas eu de problématique. Tu es passé directement à Shopify Plus. Ouais. Vous faisiez 8 millions, c'est ça à l'époque, un peu moins? Oui, on faisait 8 millions d'euros. Donc t'es passé directement à Shopify Plus, la question s'est posée, Shopify Plus, Advanced, normal? La question s'est pas posée longtemps. Au début, c'est posé au niveau des options. Il y avait Flow à cette époque-là qui était en plus dans Shopify Plus, qui n'était pas dans la version inférieure. Qui l'est maintenant. Qui l'est maintenant, qui est un super outil d'ailleurs. C'est quoi Flow? Flow, c'est un outil qui te permet de te faire gagner beaucoup de temps aussi, qui te permet de faire plein de scénarios. Nous, on l'utilise beaucoup, par exemple, sur la fraude. Attention, une commande est passée, mais c'est un pays qui est un peu susceptible d'être bizarre, ou alors ce client a 30 produits dans la commande, ça va tout de suite nous envoyer un mail. Attention, alerte, faites attention. On l'utilise aussi beaucoup pour
pour segmenter nos clients, les mettre en VIP par exemple, tu vois. Tiens, ce client, il a commandé plus de 500 €, hop, je le passe dans un segment VIP. C'est plein d'actions manuelles que tu fais au quotidien, que tu n'as plus à faire, qui vont s'automatiser et qui vont te simplifier. En gros, c'est de l'automatisation opérationnelle, comme on a des automatisations ou des scénarios email. Là, c'est de l'automatisation opérationnelle. Exactement. Donc, Flow était disponible en plus et pas en normal à l'époque. Et puis, t'as une question de budget, de coût. Et t'as une question budget et oui, et surtout en fait très simplement tu poses sur une table, t'as une commission de Shopify qui est différente entre la version Advance et la version Plus, et t'as un paiement fixe, je crois que c'est $2000 sur sur Shopify Plus. Bref, tu fais le calcul, je crois que c'est la charnière, c'est 7 millions d'euros. Si t'es à plus de 7 millions d'euros, c'est plus avantageux pour toi d'être sur Shopify Plus. Et en plus de ça, ça t'offre 10 sites que tu peux faire sur la même plateforme. Donc très clairement, c'était plus avantageux pour nous. Autre question pratique. Aux États-Unis, on est très dans le modèle. Moi, j'ai bossé pendant 6-7 ans avant de rentrer en France. Dans un modèle, il faut s'adapter à l'outil. Quand en France, on dit il faut adapter l'outil à ses process. Vous avez un dogme là-dessus? Ce que je veux dire, c'est que sur Shopify, tu peux faire pas mal de custom. C'est ça qui est cool. Mais tu peux aussi, il y a des milliers d'applications, des dizaines de milliers, j'en sais rien, qui existent. Si tu changes ton process parfois d'un petit quart de tour, bim, tu tombes dans un outil qui existe sur étagère et tu t'es économisé du temps de dev. Voilà. Parfois, il y a des organisations qui veulent pas changer. Il faut faire du sur-mesure. Quelle est l'approche Eden Park? Je sais pas si c'est l'approche Eden Park, c'est plus mon approche. C'est que j'ai pas envie de réinventer la roue du e-commerce. En fait, j'ai pas la prétention de me dire ma façon de faire, elle est meilleure que Shopify qui l'a testé 20 millions de fois. Alors bien évidemment, des fois, tu vas être obligé d'aller un peu sur du custom. Mais moi, mon point de vue, ça a été de dire, si je fais confiance à Shopify, je vais pas le tordre. Je vais pas le tordre dans tous les sens. Respecte, s'il te plaît, s'il vous plaît, respectez Shopify et tu verras, il te le rendra en fait. Donc il me le rendra parce que il a plein d'outils géniaux autour. Déjà Shopify de base elle te propose beaucoup de choses. Toutes les applications autour te proposent plus de choses. Et je préfère aujourd'hui me dire, je vais regarder ce qui se fait sur le marché, je vais regarder ce que me propose Shopify pour finalement avoir le même résultat que moi, mais en prenant beaucoup moins de virages. Moi, je vais vouloir faire une remise compliquée au panier. Je vais prendre une épingle droite, plein de choses. Eux, ils vont aller directement au résultat final. Et c'est ce qu'on recherche, en fait. C'est simple, ça fonctionne. Tu sais que ça a été testé par Shopify. Tu sais que tu n'auras pas de bug et que tout va bien se passer. Donc surtout, je ne veux surtout pas tordre Shopify. Donc on tord pas Shopify, on prend des apps. C'est quoi les apps principales dont tu peux pas te passer aujourd'hui? Alors la première, c'est en effet Matrixify qui va me permettre de gérer tout mon catalogue. Ça, c'est une vraie app très intéressante. Et ensuite, c'est celles qui vont me permettre d'aller chercher plus de chiffre d'affaires. Donc on va parler d'un Klaviyo qui est aujourd'hui notre sender et presque notre CRM. Klaviyo, c'est un outil magnifique. En fait, tu connectes Klaviyo et c'est ça la force de Shopify aussi. Les senders, j'en ai utilisé plein. T'as du Mailchimp, t'as du Plio, t'as du Sarbacane, t'en as plein. C'est des très bon sender. Par contre, pour récupérer la donnée de ton site internet, c'est pas facile. Tu fais beaucoup de dev, tu viens connecter beaucoup de choses. Là, l'avantage de Klaviyo, c'est que tu le télécharges, t'appuies sur 2-3 boutons, il est capable de récupérer toutes les données de ton site internet et toute la navigation de ton client. Donc, en ne serait-ce 3 clics, tu as déjà une vision globale de ce que fait ton client. Tu es capable de le segmenter, mais dans tous les sens. Tu sais qu'il est arrivé par Google, tu sais qu'il a vu 3 pages. Enfin, tu as un accès de données qui est énorme. Donc, Klaviyo est un super outil que je conseille fortement. Qui se marie à Flow? Qui se marie à Flow, tu me fais... Tu parlais de segment tout à l'heure. Est-ce que... Tu peux le faire marier à Flow. Je ne sais pas comment exactement. Là, tu me poses une colle. Je sais par contre que Flow peut permettre de créer des tags dans Shopify, des tags que Klaviyo va récupérer et vont te permettre d'utiliser dans Klaviyo. Donc je pense que c'est connecté. Donc Klaviyo, un très bel outil. Je parle aussi de Nosto, qui est un très bel outil qui aussi se connecte en 2-3 minutes à Shopify et qui va te permettre de personnaliser la navigation du client. Donc c'est-à-dire que tu peux afficher un catalogue différent selon la navigation du client, un bloc de recommandations différent aussi. Et plein d'autres choses, ils font du search aussi. Nous, on n'a pas mis ces briques en place. C'est un très bel outil. Et le dernier que j'aime beaucoup aussi, c'est Babac. C'est une solution de retour qui vient rendre ton client... ton client peut faire son retour de façon autonome. Et ça, c'est un vrai champ. Enfin, c'est canon, c'est qualitatif, c'est très beau.
c'est simple pour le client, ça réduit le nombre de SAV, donc ça te fait gagner de l'argent à la finalité. Ton client sait que le retour est simple, donc il a envie de se réengager derrière parce qu'il sait qu'avec Edenpar, ce sera pas relou de renvoyer son produit. Très beau produit aussi. BACK. Et j'ai lu que pour le SAV, vous utilisiez Gorgias. Gorgias, ouais, très bel outil aussi. Donc tu vois là, on a fait, quand je te dis qu'on l'a même pas tordu, on a fait confiance à tout l'écosystème Shopify qui se connecte super simplement. Et du coup, Gorgias, c'est pour notre service client. On a un service client qui est externalisé. Et on leur a mis Gorgias. Au début, ils étaient un peu perplexes. Mais quand ils ont vu que lorsque le client appelait, ils étaient capables de retrouver l'historique de la commande, de savoir sur quelle collection, enfin sur quelle page était le client à ce moment-là, enfin tellement de données, combien de fois il avait commandé, est-ce qu'il y avait déjà eu des litiges, etc., de retrouver immédiatement le suivi de sa commande. Ils ont été charmés par le projet. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, quoi. Mais carrément. Shopify évidemment. Matrixify, Nosto, Babac, Gorgias, Klaviyo, entre autres. T'as une idée du coût mensuel? Ouais. T'as un ordre de grandeur? Après, ça dépend. Par exemple, tu vois, Klaviyo, ça va dépendre de ton nombre de contacts. Et donc là, c'est un peu variable. Là, pour toutes ces applis, et même globalement, je crois qu'on est environ à 5 ou 6 000 euros mensuels. Mais il y a plein d'autres applis qui sont aussi derrière. L'appli Back in Stock, par exemple, tu vois, qui nous permet de faire des choses. Après, c'est des petits montants, c'est 15 ou 20 euros par mois, mais additionné aux uns aux autres, ça te fait un petit coup. On est entre 5 et 6 000 euros par mois. Cool. Et donc, le site sort le 18 avril, ça fait à peu près 3 mois. Allez, si vous avez commencé à faire le cahier des charges au 4, en début janvier, pardon. C'est beau. Pour moins en termes de coût de construction, t'as dit ça? Non, t'as dit fabrication tout à l'heure, que coût de fabrication pour moins que ce que vous avez coûté Magento dans le passé. C'est quoi les facteurs clés de succès selon toi, avec un peu de recul maintenant de cette migration? Comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est faire un bon cahier des charges déjà pour commencer. C'est essentiel. Tu gagnes 50% du temps derrière pour faire une bonne chose. Et il y a un autre point aussi, c'est travailler avec des gens pas que t'aimes bien, mais avec qui tu pourrais déjeuner. Je sais plus qui a dit ça. Je sais pas si t'as vu ça sur LinkedIn. Il y a un acteur qui a dit ça. Tous les gens que j'emploie, c'est des gens avec qui j'irai déjeuner. T'as pas vu ça? Si je veux pas aller déjeuner avec ces gens, j'irai pas. Et je trouve ça aussi cool. Et je pense que c'est ce qui a fait la réussite de ce projet-là, c'est que tous les gens que j'ai pu mettre dans la boucle, je les appréciais. Et on pourrait aller déjeuner ensemble, voire même dîner, parce que c'est très cool et on en a fait un beau projet. Donc je pense, l'appel d'offres très important. Avoir une bonne agence. Combien de boîtes? Combien de boîtes on a mis en... Dans l'appel d'offres? Dans l'appel d'offres, il y en avait 4. Ok. Il y en avait 4, diamétralement, enfin, toutes très différentes. Petite agence, grosse agence structurée, très très grosse agence, très différent. Des coûts différents, mais une approche presque assez similaire chacune. Après, voilà, c'est un choix, mais il faut être sûr de son choix et par contre faire confiance à 100% à l'agence. Ça, c'est pour moi ultra important. C'est qu'une fois que tu t'es engagé avec eux, essaye pas de dénaturer l'agence. C'est si t'es convaincu qu'ils font bien les choses et que c'est ce qu'ils font, écoute-les. Échangez, certes, vous pouvez ne pas être d'accord sur un sujet, mais eux, ils ont déjà fait des projets auparavant. Eux, ils vont pouvoir te guider, ils vont pouvoir te donner le bon tips qui va te faire gagner du temps. Il y a un bouquin que j'adore qui s'appelle La règle, pas de règle, de Reed Hastings, le fondateur de Netflix. Je fais cette parenthèse pour la raison suivante, c'est qu'il dit on n'est pas là pour dire aux gens comment faire les choses si on les a recrutés, c'est qu'a priori on les aime et qu'ils sont bons. Il faut leur dire où aller et leur donner les responsabilités. A priori, ils sauront le faire, quoi. Je te remercie pour ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose que nous on défend auprès de nos. On a une charte d'ailleurs qu'on fait lire, signer parfois à nos futurs clients, mais qui dit on est ensemble. On s'est choisi, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais on est assis du même côté de la table pour avancer ensemble. Et on n'a aucun intérêt avoir une relation autre parce qu'on a tous intérêt à gagner. Je suis d'accord. Et en plus, ça rend le projet plus cool que de se tirer dans les pattes. Beaucoup plus sympa, ouais. Ensuite, t'as des... Bon, c'est un autre sujet. Donc, facteur clé de succès. Ton panier moyen a évolué avant-après? Oui. En fait, c'est ça qui est assez fou, c'est que le 18 avril, on lance le site. Ouais. Et tu vois, tu sais pas, ça fait 3 mois que t'es dedans. Oui, t'es encore en période d'essai? Non, tu l'es plus, ça a été confirmé. Fait, et c'est là que c'est fort. Ça leur coûté cher. Je leur ai même pas livré le site Shopify, qu'ils m'ont quand même validé la période d'essai. J'ai eu de la chance là-dessus. Et non, on lance le site Shopify, on fait du 150 € de panier moyen chez Edenpar.
Et tu te dis, tu vas faire plus 10 de croissance, ça va t'aider. Tu restes discret, tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Même si t'es sûr de toi, tu te dis, t'espères que ça va marcher. On lance le site, juste déjà, avant de passer à ça, la mise en prod se passe de façon exceptionnelle. Enfin, j'ai vécu des mises en prod, tu te lèves à 5h du matin, t'es comme ça. Tu passes de la recette, de la pré-prod à la recette, tu mets en prod, il y a toujours un truc qui va pas. Et t'es à midi, t'es encore en stress, toujours compliqué. C'est quel jour, le 18 avril ? C'est un mardi. Très bien. Parce que le lundi d'avant, c'était Pâques. C'est lundi de Pâques. Okay. On l'a pas fait le lundi de Pâques, on l'a fait le mardi. Et le mardi, c'est un jour creux. Enfin, tu vois, sur le choix de la journée. Même pas. Du switch. Même pas, parce que à ce moment-là, on fait, je sais pas, 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Je me dis, au pire, on fera une journée zéro, c'est pas grave. Mais il faut y aller, il faut se faire mal, quoi. Il faut qu'on passe, tu vois. Donc non, et même, on se dit pas, on vient à 5h du mat. On se dit, on l'a fait à 10h, les gars. Safe, hein. Parce que notre agence nous dit, Bastien, j'appuie sur un bouton, tu me changes les DNS, c'est réglé. Bah, c'est le cas, en fait. Ces DNS, c'est vous qui les gérez ? Ouais, c'est nous qui les gérons. Okay. Et on les gère pas avec un OVH où tu vas sur le site. Non, c'est que t'appelles une agence qui te fait le truc. Donc c'est un peu chiant aussi à faire. Tu vas faire un ticket. Ils sont bien sécurisés, nos DNS, donc ça prend un peu de temps, mais on fait la demande avant. C'est une évidence pour beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, chères auditrices, chers auditeurs, mais les DNS, c'est en gros, quand on fait une requête depuis mon PC jusqu'au site de Google, mon PC se connecte à un serveur qui va dire l'adresse de Google correspond à tel serveur quelque part dans le monde. Et donc, il y a un moment où il faut dire à ce serveur, c'est plus le serveur 1, mais c'est le serveur 2. Ensuite, il y a un temps de propagation de ce changement. Voilà, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais comme ça, au moins, on est tous... Donc, il y a un moment où, quand le site, il était chez Magento, maintenant, il est chez Shopify, il faut dire, tu diriges plus le trafic vers Magento, mais tu le diriges vers Shopify. C'est pas immédiat. Ça peut prendre quelques minutes, quelques heures parfois. C'est ça. Mais faut le coordonner, ouais. Faut le prévoir, faut faire en sorte que la propagation dure plus 24 heures, mais qu'elle dure, je sais plus, 180 heures. On peut demander l'accélération de la propagation. Ouais. Donc, on avait préparé tout ça en amont. Et bref, le jour on arrive, donc on change les DNS. Je crois que tu changes les DNS sur Shopify. Là, je suis pas assez tech, mais tu dis à Shopify que c'est OK. Je sais plus quoi. Tu peux recevoir le trafic. Exactement. Et en 5 minutes, en fait, t'as émigré, quoi. Et 5 minutes, et je crois que c'est... Et la première commande ? C'est ça, on paie à 10h, et je crois qu'à 10h10, on a la première commande. Et la première commande, c'est le truc que... Et les 5 minutes entre le moment où tu mets le site en ligne et les 5 minutes de la commande, c'est le temps le plus long, je pense, de mon existence chez Dentsu. Mais non, parce que tu te dis, mais est-ce qu'ils vont commander ? Est-ce qu'ils vont réussir à créer un compte ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont être perdus ou machin et tout ? T'as la première commande, c'est bon. Et je crois qu'au bout d'1 heure, on avait déjà fait 30 commandes et que tout se passait bien. Parce qu'en plus de ça, on a fait... c'est un peu la spécificité de Shopify, c'est que ça n'est pas capable de récupérer le mot de passe d'un ancien compte Magento. Donc en fait, les nouveaux clients, on était obligé de leur dire, on t'a migré. Enfin, on a un nouveau site. On lui a pas dit qu'on avait migré. On a un nouveau site, mais par contre, ton mot de passe, c'est plus le bon. Il va falloir que tu régénères ton mot de passe, etc. Plutôt que de le voir comme un problème, Shopify a vu les choses d'une autre façon, c'est se dire, OK, c'est pas un problème, sers-toi-en comme une opération commerciale, quoi. Donc ils ont une appli, je sais plus comment elle s'appelle, pour renvoyer les accès aux clients. Donc ça te fait d'un coup, en fait, quand tu le renvoies, justement, ça devient de faire un pic de trafic parce que le client comprend que t'as un nouveau site, qu'il faut qu'il régénère son mot de passe. Donc limite, ça te fait un bond de chiffre d'affaires assez rapidement. Donc non, la question, je me suis un peu égaré, qui était... Non, on parlait de la migration et du on-off le 18 avril. Est-ce que tu avais choisi les jours et le panier moyen ? Et le panier moyen. Donc, tu vois, on a lancé, la migration s'est super bien passée. Et là, le résultat, c'est les 30 jours qui ont suivi. On n'a fait aucune opération commerciale différente. Je voulais vraiment voir l'impact de Shopify. Il n'y a pas eu d'ajout de budget sur Meta ou sur Google. Non, on est resté même périmètre que d'habitude. Il n'y a pas eu de promo, il n'y a pas eu de cadeaux contre achat, etc. On augmente notre panier moyen de 30 €, donc on passe de 150 à 180 €. Simplement parce que, enfin, le client, il pouvait ouvrir un produit, ça s'ouvrait rapidement, que le produit était beau, que l'image était pas floue, que tout était bien en place. Le site était rapide, l'ergonomie était bonne, le check-out était simple. Voilà, tout le schéma était simple. Donc je pense que très simplement, il se disait, je viens d'en acheter un très rapidement, je vais aller voir pour aller acheter un deuxième produit, et on a augmenté le panier moyen. Et on augmente le chiffre d'affaires de 30% sans rien faire. Ta fiche produit, elle a évolué depuis ? Je suis en train de me balader dessus, là. Eh bien, pas réellement, pas du tout. Et tu vois, et c'est ça qui est assez fou, et c'est que tu regardes mon site actuellement, c'est qu'aujourd'hui,
je pense qu'on est pas mal, mais on a encore des choses à faire. C'est ça qui est fou. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on peut toujours progresser. Mais bien évidemment, on n'a pas fait. On peut toujours faire mieux. Et je sais qu'il y a pas mal de choses au niveau du storytelling ou même des best practices à mettre sur cette fiche produit qui pourraient encore augmenter la transfo. Mais voilà, c'est bon signe, justement. Moi, j'aime quand il y a encore des choses à faire. C'est qu'il y a plein de croissance à venir. Écoute, formidable. On a fait le tour, en tout cas, des sujets que je voulais aborder sur cette migration. Je suis en train de regarder mes notes, mais ouais, super, ok. Mais tu as quand même aussi le point intéressant que j'aime bien prendre à chaque fois, c'est que j'ai arrêté Magento parce que j'ai passé un Black Friday horrible. Ok. Donc là, je le lance le 18 avril. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le 15 juin, tu passes en VP. Tu vois, tout de suite après. Donc là, en fait, ça fait 1 mois et demi que j'ai branché Shopify. Donc là, ok, on fait plus 30% de croissance, c'est bien. Ça y est, chez Edenpark, ils commencent à comprendre qu'on a plutôt fait le bon choix. Mais moi, le moment que j'attends, c'est la grosse arrivée de trafic et savoir si mon site il va résister, si je vais faire un record de CA, tu vois. Donc là, on est le 15 juin, on lance les VP. Pareil, tu fais ton mail à 100 000 envois. Et là, tu trembles un peu. Et là, même, c'était Élise à l'époque qui était notre CSM. Elle a un peu rigolé. Donc, CSM Shopify. Je l'appelle, je lui dis, Élise, bon, on va envoyer un mail pour les soldes, on va avoir beaucoup de trafic. Elle me fait, tu vas voir combien? Je sais pas, je vais peut-être avoir 600 ou 700 utilisateurs simultanément. Parce que pour eux, c'est rien, tu vois. Et elle rigole, elle fait oui, non, mais t'inquiète pas, je vais prévenir les agences, je vais prévenir Shopify, je vais éventuellement voir s'il faut faire quelque chose, mais t'inquiète pas, normalement, il n'y a pas de souci. On appuie sur le bouton, là, t'as un trafic qui arrive, et en fait, tout s'est super bien passé, quoi. Le site a résisté à la charge. Les clients étaient au rendez-vous, les ventes étaient au rendez-vous, on a fait notre record de CA jour, puis notre record de CA semaine, puis notre record de CA mois, et ça y est, l'histoire avec Shopify était lancée. Ok, check. Cool. J'aimerais parler marketing et activation, acquisition et automation. C'est quoi tes principaux leviers aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour l'acquisition, principaux leviers, c'est Meta en ads qu'on couple avec du Google Ads, plus un petit peu sur certains mots-clés, mais aussi en défensif. Bien évidemment sur notre marque. Bien évidemment aussi. On attaque ta marque? Comment? Oui, pardon. Non, en défensif sur ta marque. On n'attaque pas ma marque, mais en fait, on est quand même une marque qui a une certaine notoriété. Tu vois, Edenpark, tu connais un peu tous. Et en fait, souvent les gens vont taper Polo Edenpark. Sur Polo Blanc, on est présent aussi, mais on est très présent aussi sur Polo Edenpark. On a aussi la satisfaction d'être arrivé, je crois. On est premier on est deuxième sur Polo manche courte, je sais plus quoi. C'est une vraie satisfaction pour nous en SEO. Donc on travaille sur plein d'autres choses. On a aussi un petit peu d'affiliation, mais très faible. Et la dernière brique qu'on a vraiment beaucoup challengé ces derniers temps, c'est pas forcément de l'acquisition, mais c'est un peu plus de la rétention haute, c'est le marketing automation. Donc aujourd'hui avec Klaviyo et Thomas de Email Club d'ailleurs qu'on parlait tout à l'heure. Qu'on salue, que j'aime beaucoup. Et du coup on a mis le marketing automation depuis mars, depuis 6 mois. Et c'est de la folie, Raconte-moi. Eh bien, donc, je redonne juste les chiffres que tu m'as donnés. Alors j'en ai donné certains à l'oral tout à l'heure, mais je les redonne là maintenant à ceux que tu m'as donné en préparant l'entretien, pardon. T'es passé de 20 à 40% de CA attribués à l'email. T'as des taux d'ouverture compris entre 35 et 45%, c'est ça. Et un taux de transfo de 3 à 6%. Ouais, taux de clic, pardon, de 3 à 6%. C'est ouf. C'est fou et en fait, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Non, mais c'est vrai. En fait, le marketing automation, t'en entends parler quand même depuis 3-4 ans. Dans chaque épisode du panier. Ouais. Non, mais tout le monde te dit, il faut y aller. Mais après, c'est un petit peu de taf aussi. Il faut faire les flows, il faut comprendre comment ça marche, etc. Et puis, trouver le juste équilibre entre la bonne pression, le bon des message, clients et tout. Et puis, tu te dis, ok, est-ce que l'effort va vraiment avoir le résultat espéré? Ouais, vraiment. Vraiment, je pense que ça nous a fait passer dans une autre dimension. Souvent, j'ai fait la keynote Shopify, je suis plus en 2022, voilà, à Paris Retail Week. Et j'avais dit un mot fort, j'avais dit Shopify a changé ma vie. Alors ça c'est vrai, elle a changé ma vie de e-commerçant. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus relax, je suis beaucoup plus heureux au quotidien, ma copine ne me reconnaît pas presque. Ça a changé ma vie. En 2023, j'ai envie de dire que Klaviyo et le marketing automation m'a fait gagner de l'argent. Tu vois un peu la force des trucs. Shopify a changé la vie. Bien évidemment, il faut gagner de l'argent, mais Klaviyo et l'email, le marketing automation me fait gagner de l'argent. On est passé en effet de 20% à 40% d'attribution. On a inversé en fait la tendance entre le paid
et notre fichier client à nous. Avant, c'était 45% venait du paid, donc j'investissais beaucoup dans Meta. J'investis toujours beaucoup, hein, mais dans Google. Mais ça représentait 45% de mon acquise et de mes ventes. Aujourd'hui, je l'ai inversé, c'est plus que 30-35%. Donc aujourd'hui, les coûts d'acquisition coûtent de plus en plus cher. Meta, ça devient fou. Google, ça devient fou. Donc ça me permet de dépenser moins d'argent et d'avoir un meilleur ROI. Et surtout, je suis beaucoup moins dépendant d'eux. C'est qu'enfin, mon fichier client, qui est une mine d'or, je la sollicite correctement. Et ils sont heureux de recevoir mes mails parce je trouve qu'on ne les saoule pas. Et ça nous fait des ventes beaucoup plus importantes qu'auparavant. Tes scénarios préférés? Mes scénarios préférés, c'est des must-have. Et là aussi, j'ai 100% écouté Thomas. Mais après, Thomas, faut parler avec lui pour savoir il y a des podcasts, faut l'écouter, j'adore. Non, c'est des must-have. La première chose, c'est de faire un welcome. Mais il y a de faire le welcome et faire bien le welcome. Beaucoup vont se dire, je vais faire une pop-up 10% où je vais le dire en tout petit et puis je vais envoyer un mail. Non, c'est pas ça. Tu fais pas un mail, tu vas faire une série de 2 ou 3 mails. Tu vas expliquer qui est ta marque. Tu vas lui proposer une sélection personnalisée au client. Tu vas lui donner un petit bon cadeau en plus. Tu vas lui finir par le texte. Il adore faire ça. Et j'avoue, ça cartonne. C'est le mail, écrit par le responsable e-commerce. Tu vois. Il dit salut, je suis Bastien. Ça fait longtemps que t'es pas venu sur le site. Tiens, les 10%, ça s'arrête demain. Mais ça, c'est un taux d'ouverture énorme et un taux de clic énorme. Donc le welcome, j'aime beaucoup. L'abandon panier, bien évidemment, c'est la base. Il existe dans Shopify de base, mais il te fait un mail. Simplement, et puis Shopify est pas un sender, donc il délivre pas forcément bien. Il délivre très bien, mais moins bien que Klaviyo. Et surtout, nous on fait une stratégie différente, c'est qu'on va faire 3 abandons panier. Un tout de suite dans l'immédiateté, tiens, ton panier il est là, ne l'oublie pas. 2, l'histoire de la marque. 3, tiens, un petit cadeau. Voilà, on maîtrise un peu la pression par rapport à ça. Mais ça fonctionne très bien. Et puis le dernier aussi, c'est le post-achat qui là va permettre de conserver ton client et un petit peu de le fidéliser. C'est tu viens de commander une commande, on va te demander ton avis. On va essayer limite de te faire un questionnaire sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer chez Denpark. Nos clients adorent ça. C'est des fanatiques de la marque. Ils ont l'impression qu'on leur pose une question, ils vont co-créer le produit avec nous. On n'est pas au niveau d'Asphalt, mais qui le fait beaucoup mieux que nous, mais et qui en fait toute une histoire. Mais nous, on aime beaucoup les intégrer de plus en plus à la réflexion de nos produits. Et puis après, on lui repropose encore du cross-sell, de l'upsell, toutes ces choses-là. C'est un carton. Ok, hyper intéressant. Donc des choses assez classiques, mais vous les faites et vous les faites bien. En fait, on les fait bien. C'est des choses classiques, mais tu sais, dans le marketing automation, je pense qu'il y a la part 80-20. Il y a ces choses, il y a tous ces must-have qui vont représenter 80% de ton marketing automation. Après, il y a plein d'autres idées à droite sur les 20%. Qui vont être plus complexes, et ça je pense que c'est des choses qu'on va aller chercher dans les prochains mois. Mais pour moi c'est pas du détail, mais c'est de peaufiner et d'aller chercher des scénarios un peu plus compliqués. On est le 22 septembre, est-ce que tu as déjà commencé à préparer ton Q4 et tes scénars? Ouais, on sort justement, tu vois, hier on était en call avec toute l'armée Email Club, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a parlé de la France et de l'US. La stratégie est complètement différente, parce que sur l'US c'est un marché qui est quand même un peu plus promophile. Mais en tout cas, sur la France, ça y est, on a acté exactement ce qu'on voulait faire, et voilà, jusqu'au 31 décembre, on a toute notre strat bien en tête. Super épisode du panier l'année dernière, à la même époque, avec Thomas d'Email Club, où on explique comment cartonner au Q4 et gérer ton calendrier, ton séquençage de promo, ta préparation pour toutes les fêtes qui arrivent entre début novembre et fin décembre, quoi. Ouais. Limite début janvier. C'est ça. Et c'est intéressant parce qu'à la fin, il avait fait une petite il est pas graphiste, Thomas, on le sait, mais et du coup, il a plein de graphistes avec lui. Mais du coup, il avait fait une petite presse. Il m'a dit, je m'excuse pour la presse, elle est pas folle. Il m'avait mis deux petites photos à la fin. C'était si tu prépares pas ton Black Friday, si tu fais ton Black Friday à la dernière minute, tu vas le rater, c'est sûr. Enfin, si tu fais ton Q4 à la dernière minute, c'est sûr tu vas le rater. Ouais. Par contre, si t'anticipes, c'est sûr tu vas faire du chiffre. Et en effet, là, on a tout anticipé. On est le 22 septembre, on sait exactement où on va. Et là, on est déjà en train de travailler sur les soldes de janvier pour maximiser notre chiffre d'affaires et notre réussite. Cool. Je fais une douce transition. Ça fait déjà 1 heure qu'on se parle, c'est cool, mais j'aimerais bien parler encore de distribution internationale, si c'est OK pour toi. Et du coup, ça me permet une douce transition vers ce sujet. Je voulais parler de données dans la migration et dans le marketing. Comment est-ce que tu unifies ta donnée client? Est-ce que tu essaies de le faire? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu vas le faire?
C'est le point qui fâche un peu chez Eden Park pour l'instant, c'est de réussir à unifier la donnée. Entre le physique, parce qu'on vient du physique, et ça, faut pas l'oublier, Eden Park, c'est une marque physique à la base. On n'est pas une DNVB qui vient du digital. Donc eux, ça y est, ils unifient tout de suite. C'est facile. C'est facile pour eux. Nous, c'est beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, notre base, il n'y a pas de référentiel client unique, c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de savoir si ce client vient du magasin, ce qu'il a acheté auparavant. Donc là, on est en train de finaliser notre référentiel client unique avec notre ERP Microsoft Dynamics 365 qu'on connecte avec un CDP qui s'appelle Customer Insight et qui va nous renvoyer la donnée à Klaviyo. On a commencé à faire les tests, c'est assez fou, c'est-à-dire que on est capable de exactement connaître le parcours client, s'il est venu sur le e-com ou sur le physique. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est que on va enfin pouvoir parler à ce client physique et toute la strate et tous les tests qu'on a pu faire en marketing automation depuis 6 mois, pour nous ça a été un magnifique labo pendant 6 mois, on va pouvoir enfin le retranscrire sur le physique. Okay. Et on espère croître sur le e-commerce, mais je suis certain que ça va faire croître le physique également, parce que un client, il n'y a rien de pire, je trouve, que après il y en a qui ne veulent pas, mais il donne son mail en magasin et après tu lui parles pas. Tu vois, tu lui dis juste merci pour ton achat, ok c'est cool, mais je pense qu'il a envie d'avoir une actu, envie d'avoir une sélection personnalisée, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a envie de mettre en place très rapidement. Dans les 500 points de vente dans 37 pays, c'est cool, qui représentent 25% de votre chiffre d'affaires, quelle est la part de boutiques en propre, de franchisés, de revendeurs ? Alors non, ça représente pas 25%, ça c'est l'export qui représente 25%. Oui, pardon, les 500 points de vente, excuse-moi, dans 37 pays. 500 points de vente, ça représente du coup... dans 36 pays qui représentent... Alors, on est en France, on a une stratégie non propre et franchisée et indépendant. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs multimarques. Je crois qu'on en a 300 ou 400. On essaye de couvrir toute la France. En nom propre, on est environ à 25-26 boutiques. On vient d'ailleurs d'en ouvrir 2 à Paris. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas présent à Paris. Attends. C'est les 2 premières à Paris ? C'est pas les 2 premières. On a Courcelles qui est historique, donc qui est juste à côté en plus de là où on se parle aujourd'hui. De là où on enregistre chez Cosmostar. Voilà. Et sinon, ils avaient un petit peu abandonné Paris. Avant, on était près des grands boulevards. Je sais plus, je crois que c'était rue Tronchet déjà à l'époque. Donc là, on est revenu rue Tronchet et on vient d'ouvrir à Saint-Germain-des-Prés, rue du Four. Okay. Donc ça y est, on commence un peu à revenir sur Paris. Donc on a ça, et après les franchises, je crois qu'on est 30-35 franchises partout en France. Voilà, ça c'est un peu pour le périmètre français. Et par contre, pour l'US, c'est un peu différent. Enfin, pour tout ce qui est export, c'est principalement des indépendants ou des franchises. On n'est pas encore présent en boutique non propre. Physique non propre, on n'est pas présent. Vous avez des équipes aux États-Unis ? On a des équipes aux États-Unis. Il y a un bureau Eden Park. Bien évidemment, il y a un bureau Eden Park et prochainement des belles choses qui arrivent aux États-Unis. Je peux pas vous en parler, mais ça va être canon. Tu peux me tutoyer. Vous les auditeurs. Humour. Pardon, c'est ma vieille blague de papa. Il y a qui comme métier dans le bureau américain ? Quels métiers sont représentés, quelles expertises sont représentées dans le bureau Eden Park américain ? Directeur international. Donc le country manager, ouais. Ouais, on a tous les agents aussi qui sont présents, ces agents commerciaux. Ouais, ok. Mais après, par contre, c'est la même chose au niveau de la créa et tout, ça reste pareil. Et même le marketing, il y a un responsable marketing de tout l'international. C'est pas encore une grosse équipe, mais ça va en devenir une grosse, je pense. Non, mais c'est l'enjeu, c'est ce que tu me disais. C'est ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est l'enjeu nord-américain. 500 points de vente, tu peux maîtriser en tout cas tes boutiques en propre. C'est moins évident pour les autres, à la rigueur les franchisés si, mais qu'est-ce que vous avez comme outil d'encaissement ? Alors aujourd'hui, on est sur Microsoft Dynamics 365. Et là, je vais reprendre un peu ton biais cognitif. Non, je sais plus comment tu l'appelles. Les coûts irrécupérables. Mais c'est vrai que je l'ai pas expliqué. Je l'explique alors je vais l'expliquer à ma manière. Hein. S'il y a des gens plus intelligents que moi dans la salle, vous m'excuserez. Mais en gros, t'as déjà dépensé une certaine somme pour faire un projet, mais t'es pas au bout de ce projet. La somme qu'il te reste à dépenser pour le finir est plus importante que de tout recommencer à zéro et de partir sur une autre solution. Exemple, t'as mis, 300 000 balles pour construire ta maison. Pour la finir, il faut encore 200 000 balles, mais construire une nouvelle maison te coûterait 100 000 parce qu'il y a une nouvelle techno qui existe. Le biais cognitif, c'est de dire que t'as déjà, le biais cognitif des coûts irrécupérables, c'est de te dire que t'as déjà tellement dépensé que tu peux pas mettre à la poubelle et qu'il faut continuer de dépenser. Et typiquement, c'est ce qu'aurait pu te dire la direction d'Eden Park.
Et ça arrive chez pas mal de gens que je croise, qui est de dire, bah non, on a dépensé 300 000 balles pour une refonte, on va pas tout mettre à la poubelle pour partir sur Shopify à 50, 100, 150. Voilà, c'est ça les coûts irrécupérables. Je te pose la question sur le point of sale. Ouais, sur le point of sale, c'est que aujourd'hui, on est avec Microsoft Dynamics 365, qui est en soi une belle solution, mais qui est quand même assez difficile à mettre en place. C'est un projet qui est là depuis 3-4 ans chez Denpark. Et on vient de déployer notre POS, donc toujours la continuité avec ça, qui va nous permettre du coup d'encaisser et d'être connecté avec notre Shopify. Voilà, mon seul petit regret que j'ai, c'est que et je me suis jamais permis de le pousser parce que c'est pas mon taf et je suis pas dans l'IT, tu vois. Mais j'aurais aimé avoir un POS Shopify qui vienne parfaitement se connecter avec mon réseau physique et s'imbriquer. Là, t'as même plus besoin de RCU, tout est connecté. Enfin, c'est la magie du POS Shopify. Mais voilà. RCU, pardon, c'est la référence client unique. Hein. Ouais, c'est ça. RCU, ok. Vous avez mis en place du click and collect, du ship from store, ce genre de choses. Quel est votre OMS ? Oui, alors on a la e-réservation avec l'OMS SoClose, mais c'est la seule brique qu'on a développée actuellement. Néanmoins, vu que notre POS arrive très prochainement, on a réfléchi sur quelle était la brique omnicanal qu'on allait mettre en place. Celle qu'on va lancer en premier, c'est que je dise pas de bêtises, c'est le store to web. C'est-à-dire que on veut élargir l'offre qu'on propose en magasin avec une tablette qui va sur le e-commerce. Nous, on a ce besoin-là. Souvent, les besoins sont différents. Je crois que j'écoutais Petit Bateau ou même Gérard Darel, c'est un peu des sujets différents. C'est que eux, ils ont des boutiques où ils ont beaucoup de stock et ils veulent un peu faire vivre ce stock. Ils veulent pas qu'il dure parce qu'ils ont des grosses surfaces ou ils ont du stock à faire vivre. Nous, c'est un peu l'inverse. On est plus sur des petites surfaces et du coup, on a besoin d'élargir l'offre. Donc c'est la première brique qu'on souhaite mettre en place, c'est je me rends en magasin, j'ai besoin de cette chemise en taille M, elle n'est pas présente. Eh bien, grâce au e-commerce, le vendeur va pouvoir proposer au client de se faire livrer chez lui ou en magasin. Donc simplement sur la tablette, ça se reconnecte directement à notre Shopify et la commande est expédiée. Donc voilà, on a des besoins un petit peu différents que ça. Mais je trouve ça hyper intéressant et je crois que le magasin de demain, enfin non, d'aujourd'hui, même d'hier, parce qu'il y a plein de marques qui ont commencé, c'est un magasin d'expression de territoire de marque, dans lequel tu vas faire vivre ton univers et le faire découvrir à ton utilisateur, mais c'est pas un espace de stockage où tu vas mettre tes 2500 refs en 3 tailles différentes, enfin tu vois, en 3 tailles et 17 couleurs. J'imagine évidemment que, j'imagine, il faut du produit sur place et une bonne analyse de ta donnée te permet de savoir quels sont les 80% de produits ou les 20% de produits en tout cas qui font 80% du chiffre. Exactement. 80. Qu'il faut avoir en magasin parce que le mec il veut repartir avec, mais dans l'absolu ta boutique, surtout une boutique en propre, c'est un territoire d'expression de ton image de marque et de ton univers et qui permet ensuite de passer commande des 3000 produits que t'as en ligne, quoi. Je suis assez d'accord avec toi et c'est un peu l'idée des DNVB du moment aussi, hein, c'est en faire une super expérience en magasin. Limite, ne charge pas trop en produit, soit très, très, très simple, très beau et viens proposer une expérience au client. Et après, ton offre, tu vas l'élargir sur le e-commerce. Donc, on n'a pas voulu ça. On n'y a pas pensé il y a 10 ans. C'est que nos magasins ont toujours été petits. Mais vous êtes venu du magasin surtout. On est venu du magasin. Voilà, exactement. Mais ils ont toujours été petits. Donc, on va le faire dans ce sens-là et on pense que RNVB. C'est ça. Retail Native. Cool, hyper intéressant. Dernier sujet que je voulais creuser, mais on en a quand même déjà pas mal parlé, c'est l'international. Vous avez une activité aux US. Tu me dis que vous avez une équipe sur place. Hein. Ouais. Combien de personnes sur place, on doit avoir donc ils sont aussi franchisés. Je pense qu'ils sont en tout cas 3 au niveau vraiment responsable de tout ça, plus toute l'équipe. Ils doivent être une dizaine. Et comment vous gérez le e-com à l'international ? Quel est le modèle aujourd'hui ? Donc vous avez plusieurs sites, multi-stock, multi-devises, multi-langues, comment donc ça c'est un chantier aussi, on a refait on s'est refait plaisir, la refonte sur Shopify s'est tellement bien passée qu'on s'est remis cette année à se refaire une petite refonte avec le site américain. Donc on avait un prestat, une agence qui s'occupait en délégation du site nord-américain. On a souhaité le reprendre en interne et du coup on a fait une refonte et on a fait dans l'écosystème Shopify Plus, enfin tu sais, dans la proposition des 10 sites, on a simplement fait un nouveau site Shopify qui s'appelle Shopify Noram. Donc il est complètement indépendant du site français, parce qu'au niveau de l'animation, on trouve que l'animation commerciale n'est pas du tout la même aux US et il faut parler différemment. Donc on a maintenant 2 sites qui sont néanmoins connectés ensemble, avec un outil qui s'appelle Synkio qui permet de
synchroniser les stocks et les produits du site français au site US. Donc ça c'est un peu... SYNCIO. Ouais, c'est ça. Exactement. Chers auditrices, chers auditeurs. Donc synchronisation de stock entre ça synchronise mon stock et également ça synchronise mes produits. C'est-à-dire que ouvrir le site Noram n'a pas eu de nécessité à augmenter mon staff chez moi. En fait, la même personne qui s'occupe des opérations e-commerce, elle fait pour le site français et après elle dit s'il te plaît synchronise-moi sur le site US. Avec un choix des produits ou des collections qui peuvent être ou non disponibles. Exactement. Donc elle va pas faire 2 fois les fiches produits, réimporter, remettre les photos, etc. Tout se synchronise. Et la tarif ? Comment ? Et la tarification ? Je crois qu'on est à 100 ou 150 euros par mois. Non, pardon, excuse-moi, des produits. Donc, dans ta synchronisation, tu choisis quels produits sont ou non disponibles, quel prix, j'imagine ? Exactement, tu viens changer juste le prix en dollars. Donc, soit tu fais confiance à Shopify de modifier ton prix par rapport au taux de change, soit tu as une politique sur le marché qui est de dire je veux des prix ronds, et du coup, tu viens lui dire voilà mon listing de prix ronds par rapport à ces produits. C'est le seul point, en effet, où on vient refaire un import sur les prix pour être sûr que tous les prix sont bons. Donc on utilise cette solution-là et ensuite on utilise Shopify Market sur ce site Noram pour parler à la fois au marché américain avec un site en anglais et en dollars et sur le site canadien avec un site anglais-français en dollars canadiens. Donc on fait du multilangue et du multidevise. Shopify Markets. Ouais, Shopify Markets. MAR, KETES. Exactement. KETS, pardon. Exactement. Et on utilise aussi Shopify Tax, qui est génial, parce que c'est toujours la problématique de se dire qui va payer la douane, à quel moment le client va être informé. Shopify Tax vient clairement informer le client tout de suite qu'il a une taxe à payer, il fait le calcul, c'est une simplicité pour nous et surtout une sécurité. On sait que ton produit ne sera pas bloqué à la douane parce que tout a été fait, quoi. Donc le point que je retiens, c'est que tu as pu lancer un site américain indépendant, mais synchronisé avec le site français sans augmenter la charge de ton équipe. C'est ça qui est fou. Et ça, c'est génial. Et alors, bien évidemment, au bout d'un moment, on aura une limite parce que en tout cas, j'ai pas surchargé les responsables des opérations. Tout ce qui est opération, tu vois, insertion de produits, qui est toujours long, le merch, etc., ça n'a pas surchargé. Par contre, ce qui est sûr que si on commence à se développer sur ce marché-là, potentiellement, j'aurais besoin d'avoir beaucoup plus de personnes sur le marketing digital. Tu vois, sur la création de newsletters, sur l'animation commerciale. L'opérationnel, marketing Exactement. Quotidien. C'est là qui, en fait, les choses se passent. Mais en tout cas, sur les fondations, ça simplifie, le process simplifie au maximum. Et il y avait quand même un point que je voulais... Non, je l'ai perdu. Multistock, multidevise, multisite, multilangue. On utilise le multistock, oui, qui est multistock qui est assez magique, c'est qu'en fait on a un stock qui est aux US. Ça, multistock, c'est toujours un débat aussi, comment on va faire l'attribution, on passe par un OMS ou autre. Ok, bon, Shopify sur le multistock, ils sont déjà quand même bien en avance. On a un stock qui est disponible aux US, on a un stock qui est disponible en France. On a des règles d'attribution. Voilà. Si la commande est 100% aux US, elle partira de l'US. Si elle est en France, elle partira de la France. Donc ça, tout est simplifié. Et si ce que je voulais dire, c'était... pour moi, Shopify est encore un produit qui est encore plus avancé aux US qu'en France. En France, il est très bien, mais aux US, il vient des US, ça fait quand même 17 ans que Shopify existe. Non, mais c'est fou de dire ça. C'est plus vieux que Magento. Non, mais c'est plus vieux que Magento. Et... aujourd'hui, tu ouvres un site US Shopify, alors oui, pour le commun des mortels, mais en 2 minutes, tu as mis Shopify Shipping, Shopify Payment, Shopify Tax. Enfin, tu as tout mis. Tu l'ouvres en limite en 2 heures, tu es capable de shipper ton produit partout aux US. C'est fou. Génial. Formidable. On a fait un grand tour. Bastien, merci infiniment, c'était passionnant. Si vous avez d'autres questions pour Bastien Borget, B-O-R-G-E-T, vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Et puis surtout, allez faire un tour sur Eden Park pour voir de visu tout ce dont on vient de parler. eden-park.com. Mais vous êtes bien référencé, donc il n'y a pas besoin de taper l'adresse. Et merci infiniment à Shopify aussi qui a permis cette rencontre et cet épisode qui était passionnant et qui, j'espère, en a inspiré beaucoup, en tout cas beaucoup de vous, chers auditrices, chers auditeurs, qui vous posez la question. J'ai une legacy brand, je suis déjà installé sur une autre plateforme. Et puis j'ai multistock, multidevise, multisite, j'ai 3000 refs, 4000 refs, 5000 refs. Shopify est une option. Shopify Plus est une option possible.
c'est pas avec émotion que je dis ça, mais ça a changé ma vie de e-commerçant. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Ça m'a simplifié la vie et ça me facilite mon business au quotidien. Et mon équipe est heureuse aussi. Mon équipe ne règle plus des problèmes, mais règle enfin des super projets, d'aller chercher du nouveau business, etc. T'as une réduc pour ton témoignage? Même pas, tu vois. Et j'ai même pas eu un déj ou quoi que ce soit, jamais. Mais ils sont. Bon, bah, écoute, mais c'est pas leur façon de faire. C'est des Américains. Non, mais l'enjeu est hyper intéressant parce que on sort un peu du cadre. Et là, c'est avec ma casquette d'agence que je parle, mais les autres solutions ont des sales reps, ont des équipes de vente, ont des équipes de conquête. Ce qui est pas l'approche Shopify. Shopify, c'est viens, serre-toi, tu verras, ça marchera. Passe par les agences évidemment, mais c'est même ce qui est déstabilisant au début, ce qui peut déstabiliser des grosses boîtes, c'est que t'as envie de parler à Shopify à la base, tu vois. Tu sais, tu te dis, vas-y, j'arrive, je fais 10 millions d'euros, s'il te plaît, accueille-moi, tu vois. Bah. Y a pas de bureau. Non. Alors après, t'as toujours une agence à droite qui va te parler, mais c'est un peu leur approche et c'est un peu déstabilisant au début, mais ça te fait tellement de bien t'as pas besoin de ça, quoi. Bastien, merci infiniment. Bastien Borget, si vous voulez poursuivre la conversation sur LinkedIn. Et merci, puis je te dis à bientôt. Et merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre écoute. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.